Différence entre le soi réel et le soi idéal. Dans la vidéo traitant de l'estime de soi, j'ai abordé les notions de soi réel et de soi idéal à travers la définition d'un chercheur. Nous allons ici approfondir ces concepts. Commençons par le soi réel. Pour être plus précis, nous parlerons plutôt de soi réel perçu. Les mots ont leur importance. En psychanalyse, avec Jacques Lacan, le réel désigne précisément ce qui échappe aux mots et aux images. Ce qui ne peut s'expliquer reste impossible à dire. On peut tenter de s'en approcher par le langage, mais le réel surgit là où les mots manquent, dans un choc, une angoisse ou une expérience qui nous dépasse. Appliqué au soi réel perçu, cela montre qu'il est impossible de se cerner totalement. Tant de choses en nous échappent. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Lacan que nous sommes des êtres humains, des êtres humains troués. Le réel est en nous. Le soi réel perçu n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg, ce qui est tout en haut. Penser que l'on se connaît parfaitement est une illusion qui, poussée à l'extrême, peut s'apparenter à une rigidité narcissique. Le soi réel n'est jamais le vrai moi absolu, mais l'image que l'on se fait de soi-même aujourd'hui. Il est possible de plonger dans les profondeurs pour explorer la partie immergée afin de mieux se connaître. Mais ce travail de métacognition et d'introspection peut ouvrir des brèches vers l'inconscient, ravivant parfois des souvenirs douloureux ou des zones d'ombre de notre personnalité. Passons maintenant au soi idéal. Le soi idéal, c'est la personne que l'on aimerait être ou devenir. Et pour construire ce soi idéal, on utilise souvent le regard de l'autre comme filtre pour s'imaginer ce qui serait le mieux socialement parlant. En effet, notre soi idéal ne peut pas se défaire du regard des autres, ni de ce que les autres pensent. Cet autre, c'est notre famille, les pairs à l'école, nos collègues de travail. C'est une autorité ou un groupe auquel on aimerait appartenir. Le soi idéal est donc une projection de nous-mêmes, souvent dans une version améliorée. C'est pour ça que la comparaison est une source majeure de projection. On se forge des modèles, des mentors. On crée une relation entre cet autre avec un grand A, qui exerce une influence sur nous et soi-même. Au fond, l'objectif, c'est d'être soi-même, mais en s'inspirant de l'autre, en mieux. Le soi idéal est le reflet de la place que l'on désire occuper dans la société. Pour bien comprendre, imaginez-vous seul au monde sur une île déserte. Ici, le soi idéal changerait complètement de visage. Il ne s'agirait plus de se voir plus beau, plus fort ou plus intelligent qu'un tel pour briller en société. Non. Le soi idéal basculerait dans le fantasme de survie, avoir la capacité de nager des centaines de kilomètres sans se noyer, de traverser les eaux sans craindre les requins, le froid ou la peur, juste pour atteindre un navire ou une autre île, habitée par exemple. On peut dire que notre soi idéal dépend bien plus de notre environnement qu'on peut le penser. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de bien choisir ces modèles. Ces modèles doivent impérativement résonner avec nos propres valeurs et nos convictions profondes. Sinon, on risque de se fourvoyer sur notre propre identité et de s'engager sur de fausses pistes, les chemins qui mènent droit à la désillusion, voire à une véritable crise existentielle. Heureusement, on peut tout à fait être authentique tout en ayant des modèles. Le secret, c'est notre capacité à faire clairement la différence entre soi et l'autre. L'idée, c'est de puiser chez l'autre ce qui peut nous faire grandir et nous améliorer, mais sans jamais perdre de vue qui l'on est. C'est précisément dans cette altérité, dans ce va-et-vient respectueux entre l'autre et soi que l'on se construit véritablement. Alors, quel est le rapport entre l'estime de soi, le soi réel perçu et le soi idéal? Rosenberg parle de discrépance
autrement dit de différence, d'écart entre ces deux variables, entre ces deux valeurs, le soi réel perçu et le soi idéal. Plus ces valeurs sont éloignées et plus l'estime de soi risque d'être faible. On peut poser les choses ainsi, comme dans l'image que vous voyez à côté, le rapport entre le soi réel perçu et le soi idéal. Nous voyons ici deux exemples. Le premier montre un soi réel perçu faible, alors que le soi idéal est élevé. Le rapport est donc de 0,25 sur 1 étant 100%. Ici, le rapport est plutôt faible, donc l'estime de soi a de grandes chances d'être très faible aussi. Le deuxième exemple montre que l'on a travaillé à la fois sur son soi réel perçu, pour augmenter la valeur que l'on perçoit de soi. Par exemple, moi aussi, je peux y arriver. Là, c'est un contexte particulier qui ne m'a pas été favorable. Je vais désormais vers un autre contexte. J'ai changé d'environnement. Je me suis séparé des personnes toxiques pour moi. J'ai travaillé sur mes valeurs. J'ai entrepris tel ou tel projet, etc. Et on a travaillé sur son soi idéal. Par exemple, je sais que je ne peux pas devenir médecin, mais je peux entreprendre une carrière dans le médical, tout de même. Il y a plein d'autres options tout aussi bonnes pour moi et les valeurs que je porte. Je sais que je n'ai pas la capacité physique de gravir l'Everest. Que faire? Je peux revoir mes ambitions et je peux gravir de plus petites montagnes. Je sais que je ne serai jamais pilote d'avion de chasse. Et pourtant, j'aimerais tant piloter un avion. Alors que faire? Le soi idéal semble trop ambitieux là encore. On peut prendre conscience qu'il y a très peu d'élus, que la sélection est trop rude et que l'on peut être recalé pour un rien, alors qu'en réalité, on peut avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un très bon pilote. On peut tout de même s'accrocher à son rêve et apprendre à piloter et faire carrière dans l'aviation. Piloter d'autres avions qu'un avion de chasse. Vous l'aurez compris, le tout est d'agir, d'être dans l'action. Prenons un autre exemple, celui du chat que vous voyez là se regarder dans un miroir et qui voit un lion. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chat, qui est un félin, voit dans la glace un autre félin, ce qui en soi ne pose pas de souci dans la mesure où le chat ne se voit pas comme un autre animal, comme une souris ou un oiseau par exemple. On peut dire ici que le chat a déjà une image réaliste de lui. On part du principe que ce qu'il voit ne relève pas d'un trouble comme le narcissisme par exemple. Non, on peut dire que le chat aimerait être comme un lion, mais il sait qu'il est un chat. Cela étant, il peut travailler sa force, sa rapidité, sa férocité, pour faire en sorte que les autres chats de la cour puissent dire de lui « Fais attention à lui, c'est un vrai lion ». Là, le chat a fait ce travail sur lui pour accepter ce qu'il est, pour capitaliser sur ses qualités inhérentes de félin, capitaliser sur ses forces naturelles, pour travailler sur ses faiblesses et les transformer en avantages. Il sait qu'il ne va pas se transformer en lion, mais il sait qu'il peut se voir comme s'il était un lion. Évidemment, il ne peut que se rapprocher de ce modèle et le faire par l'agir, le travail, la persévérance. Admettons que le chat se dise « Non, je suis ridicule, je ne serai jamais un lion ». Tout d'abord, il s'agit peut-être d'une pensée dysfonctionnelle qui donne à rationaliser et qui va plonger ou qui peut plonger le chat dans une procrastination et le défaitisme. Oui, le chat ne sera jamais un lion. Il est vrai que le soi idéal est peut-être un peu trop éloigné du soi réel perçu. Est-ce pour autant qu'il doit en faire une barrière infranchissable? Le chat peut aussi travailler sur son soi idéal. Peut-être, dans un premier temps, peut-il se comparer, dans ce cas-là, à un léopard. De ce fait, il ramène le soi idéal à un niveau qui lui semble plus proche de ses valeurs, de ses forces naturelles, de ses qualités, de ses goûts, de ses émotions. Cela peut l'aider à renforcer sa motivation intrinsèque, à améliorer son image de lui, autrement dit, son soi réel perçu. Plus tard, une fois un certain nombre d'objectifs atteints, une certaine progression réalisée, le chat pourra revenir sur l'image du lion pour aller un peu plus loin dans sa démarche, pour sortir encore plus de sa zone de confort.
Il ne s'agit pas d'une course effrénée ou de vouloir être ce que l'on n'est pas. Non. Il s'agit de travailler sur son estime de soi. Ainsi, si le chat n'osait pas dire non, il le fera désormais plus aisément qu'il a travaillé pour devenir comme un léopard. En conclusion, pour faire évoluer son estime de soi ou le stabiliser, ce qui peut nous permettre de mieux affronter les obstacles et les soucis de la vie, de continuer à aller de l'avant, à progresser dans notre vie, il est nécessaire de travailler sur son soi réel perçu et sur le soi idéal. C'est un travail important sur soi qui nécessite une analyse de sa personne dans son ensemble et sans doute l'expertise d'un psychologue pour nous aider à prendre de la hauteur sur ce que l'on vit, pourquoi nous le vivons ainsi et c'est ce que nous pourrions faire pour aller vers le mieux-être et pour avoir une meilleure estime de soi-même. À bientôt.